RE 2020, c'est une nouvelle donne qui est le poids carbone de la construction. Si vous ne faites pas attention à la compacité, l'exposition, le nombre de pièces d'eau, vous avez un bâtiment qui va énormément demander d'efforts. Malheureusement, on voit que l'énergie augmente sensiblement. Donc la meilleure façon de se protéger, c'est avoir un bâti performant. Vous écoutez Conversation constructive, un podcast original proposé par Xella. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Ponzio. L'acte de construire est aujourd'hui en perpétuel mouvement. C'est pourquoi nous vous proposons dans cette série de podcasts des conversations avec des experts du bâtiment pour analyser et partager l'actualité du secteur, les dernières réalisations, les retours d'expérience, les bons conseils, tout pour inspirer au mieux vos projets. Que vous soyez donc dans votre voiture, au bureau ou en télétravail, voici en 20 minutes l'occasion d'imaginer ensemble les bâtiments d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue dans Conversation constructive. Épisode 2. La réglementation environnementale 2020 et ses enjeux pour les bureaux d'études et les entreprises du bâtiment. Bonjour Patrice Normand. Bonjour. Vous êtes le dirigeant fondateur du bureau d'études énergie, spécialisé notamment dans la performance énergétique des bâtiments depuis plus de 15 ans. Bienvenue dans ces deuxièmes conversations constructives pour approfondir ensemble le sujet qui mobilise pleinement les acteurs de la construction depuis le 1er janvier. Et même avant, j'allais dire, je parle bien sûr de la nouvelle réglementation environnementale, la RE 2020. Alors en guise d'introduction, Patrice Normand, posons d'abord le décor, expliquez-nous votre rôle et présentez-nous Énergie. Donc Énergie, nous sommes bureau d'études spécialisé dans la performance énergétique du bâtiment, avec plusieurs branches d'activité, dont une qui est plutôt dédiée au bâtiment de type logement. Donc l'activité liée aux constructeurs de maisons et l'activité liée aux promoteurs immobiliers qui construisent des bâtiments collectifs. Sur cette partie-là, effectivement, on a travaillé depuis plusieurs années, puisque les prémices de la RE 2020 date de 2016, donc nous sommes effectivement sur ce marché depuis plusieurs années pour essayer de trouver avec nos clients des solutions techniques. Pour vous, justement, les enjeux de cette nouvelle réglementation environnementale, notamment pour les bureaux d'études, puisque vous êtes le premier maillon de la chaîne, c'est quoi ? Le premier enjeu, effectivement, de la réglementation, avant de parler des bureaux d'études, c'est effectivement de continuer à faire évoluer le bâtiment pour le rendre de plus en plus performant, mais en tentant d'avoir une maîtrise budgétaire également, puisque faire des bâtiments performants, voire passifs, on sait faire. Ce qu'il faut, c'est trouver le bon compromis entre le coût et l'économie. Nous, en tant que bureau d'études, notre métier, c'est d'accompagner nos partenaires à trouver des solutions techniques économique pour trouver effectivement cette solution qui va permettre de rendre un produit performant mais avec un coût d'accessibilité raisonnable. Donc effectivement, nous sommes un des premiers maillons de la chaîne puisque c'est nous qui venons qualifier au début de la construction, avant même de déposer le permis de construire, si le bâtiment rentre dans des règles dites réglementaires, qui sont effectivement des règles qui fixent le niveau de performance énergétique et la grande nouveauté, le niveau de performance carbone. Et comment vous avez pris ce virage de la RE 2020 ? Vous le disiez, ça fait plusieurs années que vous êtes dessus, mais comment vous êtes préparé ? Puisque c'est vrai que les grandes évolutions techniques et réglementaires en faveur de cette performance du bâti ont été plus que nombreuses au cours des dernières années. Effectivement, on a eu différentes réglementations. Donc la première qui a pris du sens s'appelait l'RT 2005 et surtout sa déclinaison de BBC, bâtiment basse consommation. Suite à ça, on a eu la RT 2012. Et on avait quand même cette première partie bâtiment basse consommation qui nous avait préparé l'RT 2012. Cette fois-ci, on a eu accès au moteur de calcul un petit peu plus tôt que les précédentes réglementations, ce qui nous a permis depuis à peu près septembre de travailler de façon plus concrète sur les résultats qu'on obtenait avec cette nouvelle réglementation qui n'est qu'une évolution sur la partie thermique de ce qu'on connaissait déjà, mais qui a un volet je dirais environnemental qui est devenu nouveau et qui est aujourd'hui le plus gros volet qui sera traité dans les années à venir, effectivement. Donc un très gros changement pour vous et aussi pour votre façon de penser dans un bureau d'études ? Alors, je dirais que la RE 2020 était une continuité de la RT 2012 en termes de volet thermique. Par contre, effectivement, on a une nouvelle donne qui est le poids carbone, le poids environnemental de la construction. Donc ça, c'est effectivement une nouvelle façon d'approcher le bâtiment, un nouveau process d'échange avec nos clients qui demande beaucoup plus de proximité entre nous pour pouvoir récupérer les éléments constructifs et pouvoir les aider à trouver des solutions techniques. Et le fait de traiter d'abord le bâti, de bien l'isoler dans cette réglementation, avant de traiter tout ce qui est système énergétique, est-ce que cette ordre de priorité est cruciale ?
Alors d'une, c'est crucial et ça, c'est la grande nouveauté. On a vu les explorations au plus c'est moins, donc qui datent une fois de plus de 2016, qui plutôt mettaient l'accent sur la partie équipement technique pour pouvoir faire de la performance. Ouais. Et puis les dernières évolutions de la RE 2020, avant qu'elles soient mises en application, ont plutôt renversé vers isolons correctement et bien les bâtis avant de penser à des systèmes techniques certes performants mais parfois complexes ou qui vont nécessiter des coûts d'entretien de maintenance élevés. Donc effectivement, aujourd'hui, je dirais le basique, c'est traiter d'abord correctement le bâti, de traiter un bâti soit performant, et plus le bâti sera naturellement performant et bien traité, plus le bâtiment sera pérenne dans sa performance au fil des années. Un équipement technique sophistiqué qui amène de la performance, c'est un équipement qui peut effectivement nécessiter de la maintenance, mais aussi des renouvellements. Un bâti qui est directement performant est forcément un bâti intelligent, directement bien conçu pour pouvoir durer dans le temps. Oui, avec nécessairement aussi moins de système énergétique à l'intérieur, puisque finalement le bâti aura fait déjà une grande part du travail. Une grande partie du chemin, sa conception, les apports solaires, les déphasages climatiques jour et nuit, qui vont permettre effectivement de pouvoir profiter de ces effets de bioclimatisme qu'on connaît depuis des années. Ça, c'est sur le constat, mais dans la réalité aujourd'hui, maintenant qu'on y est, dans cette nouvelle réglementation, comment elle se met en place? Est-ce que les différents acteurs de la chaîne sont prêts, de manière opérationnelle, j'allais dire, à l'appliquer? Oui, dans une partie du marché qui est, je dirais, organisée. Mmh. Donc, la partie de marché qui travaille dessus. On travaille avec la plupart de nos partenaires depuis plus d'un an et de façon plus concrète depuis la rentrée de septembre. Ouais. Donc, aujourd'hui, ces partenaires sont plutôt aguerris et aujourd'hui, se retrouvent, par contre, eux, face à une partie du marché qui n'est pas prête. Par contre, ce qu'on voit arriver depuis la rentrée de janvier, puisque maintenant on est dans le concret, c'est une partie de marché qui, elle, n'est pas prête et qui, au contraire, effectivement perturbe le reste, puisqu'il se dit un peu tout et n'importe quoi, et on se retrouve avec un marché qui est un peu perdu, mais comme toutes les réglementations précédentes, il y a une phase de calage qui va durer quelques semaines avant que tout le monde soit à peu près sur les discours à peu près homogènes. Ça veut dire que finalement le ruissellement ou l'infusion de cette nouvelle norme n'est pas allé jusqu'au bout, en tout cas à ce stade. Comme toutes les autres, j'aime bien cette phrase qui tente à dire que pour être forgeron, il faut forger. Donc effectivement, il faut appliquer les règles, il faut mettre les mains dedans. Maintenant, on est dans le concret, maintenant on avance. Ouais. Et est-ce qu'il faut distinguer les secteurs du logement individuel du logement collectif? Oui, parce qu'en fait, le logement individuel a cette propension d'aller vite, de pouvoir appliquer rapidement. Un bâtiment collectif, le cycle de construction est quand même très long. Donc forcément, beaucoup d'acteurs du marché ont anticipé la mise en place de cette réglementation et donc ont essayé de faire passer leur projet sur l'ancienne, qui s'appelait RT 2012. Pour pouvoir effectivement éviter aussi de passer l'ère 2020, parce qu'on va en parler tout à l'heure, mais il y a quand même des augmentations de coûts liées à des bâtiments qui sont plus performants. Donc effectivement, on voit très rapidement arriver les maisons individuelles en étude RE 2020, donc on applique les nouvelles réglementations là depuis déjà quelques jours. Sur le bâtiment collectif, on aura probablement la première phase thermique qui va arriver progressivement et de plus en plus courant du premier semestre. Et sur la partie environnementale, bilan carbone, ce sera plutôt sur la deuxième partie de l'année, où là, effectivement, les acteurs de la construction, logement collectif, puisque la réglementation RE 2020 n'est pas applicable pour l'instant sur le tertiaire, va avoir de nouveaux challenges liés au bilan carbone d'un bâtiment, et notamment collectif, puisqu'on a des masses de béton qui vont être assez différents, et donc des solutions à trouver ensemble. Donc pour l'instant, on est vraiment sur une application à deux vitesses. C'est ça. La maison individuelle l'applique dès maintenant, avec toute je dirais, cette perturbation liée au fait que certains sont prêts, d'autres ne sont pas. Et puis dans ceux qui ne sont pas prêts, on voit bien que certains tirent un peu au hasard en se demandant comment ça va se passer. Et ça perturbe plutôt ceux qui sont prêts, qui eux connaissent déjà et savent déjà ce qu'il faut faire. Patrice Normand, dirigeant fondateur d'Énergie, bureau d'études spécialisé. Parlons conseil désormais. C'est vrai que votre rôle, c'est précisément d'accompagner, vous le disiez, les maîtres d'ouvrage, les architectes, les maîtres d'œuvre et puis les industriels aussi dans cette transition majeure pour le bâtiment. Quels conseils vous donnez
à tous les acteurs qui ne sont pas encore, j'allais dire, suffisamment au fait? En tout cas, qu'est-ce que vous leur dites pour se mettre vraiment à niveau maintenant? En fait, aujourd'hui, ce qui a le plus surpris lors de nos travaux préparatifs fin d'année 2021, ça a été l'hétérogénéité des résultats. Effectivement, on peut se retrouver avec l'effort à faire pour faire de l'ERA 2020 qui semble relativement modéré, accessible, et puis parfois un très gros effort pour passer d'une maison qui pouvait passer, ou un bâtiment collectif qui pouvait passer RT 2012 à ERA 2020. Et en fait, le conseil, c'est qu'effectivement, il faut vraiment se poser des questions sur la conception. Et ce qui va faire beaucoup varier les résultats, c'est effectivement cette conception qui n'est pas liée que à la conception de la maison en termes de niveau d'isolation. L'isolation, d'en mettre plus, forcément, ça fonctionne. Mais il y a un moment où, en fait, ça demande beaucoup d'efforts parce qu'il faut réisoler beaucoup, mais parce que la conception en amont n'a pas été réfléchie. Et quand on parle de réflexion, c'est la compacité, l'exposition solaire. Ça peut être également le nombre de pièces d'eau. Et le nombre de pièces d'eau influence énormément le résultat in fine, parce que plus vous avez de pièces d'eau, plus vous avez d'extraction d'air, plus vous avez de renouvellement d'air. Et le bâti étant plus isolé qu'il ne l'était avant, le taux de renouvellement d'air prend plus d'ampleur sur le coût énergétique. Donc votre besoin de chauffage, qui est exprimé par un coefficient qui s'appelle BBio, besoin bioclimatique, augmente sensiblement, d'autant plus aujourd'hui avec l'ERA 2020, avec le nombre de pièces d'eau. Donc si vous ne faites pas attention à la compacité, l'exposition, le nombre de pièces d'eau, vous avez un bâtiment qui va énormément demander d'efforts parce que vous n'avez pas regardé et réfléchi sur cette partie conception, et la contrepartie, c'est d'isoler énormément parce que les conceptions n'ont peut-être pas été réfléchies ensemble. Ouais, donc la clé, c'est vraiment cette conception du bâti d'abord et avant tout. Il y a ça, et puis effectivement, ne pas se dire qu'on doit faire des maisons cubiques bien exposées pour que ça fonctionne. Oui, forcément, si vous faites ça, ça fonctionne mieux. C'est le principe aussi d'une maison passive. Par contre, effectivement, si derrière votre conception, parce que votre maître d'ouvrage, in fine, souhaite également, et ses propres de volonté, il y a parfois de la pédagogie, d'explication, qui permettent parfois à trouver des astuces techniques de conception pour optimiser le résultat sans augmenter, exploser les surcoûts associés à cette réglementation environnementale. Et effectivement, cette pédagogie, c'est de dire que parfois, certaines conceptions peuvent apporter un gain sans avoir une modification sensible. Donc ça, c'est un travail d'échange, c'est un travail avec les professionnels de la construction. Aujourd'hui, notre métier à nous, c'est plutôt beaucoup avec les professionnels de la construction, parce qu'effectivement, l'idée, c'est aussi de les former pour qu'eux-mêmes puissent apporter cette bonne parole et d'échanger eux-mêmes avec leur maître d'ouvrage, qui parfois a des volontés qui peuvent être contraires au regard de la performance. Mais tout ça est une question de compromis. L'idée pour nous, c'est de les conseiller, de leur donner les grandes lignes qui vont leur permettre d'être aussi de bons conseils vis-à-vis de leurs propres clients in fine. Ouais. Et est-ce que le prérequis indispensable à tout ça, finalement, c'est de ne pas subir cette réglementation, d'avoir une démarche volontaire aussi? Bah, c'est comme tout le reste en fait. Le subir, c'est de vivre tout ça avec beaucoup d'ondes négatives. Et je pense que c'est pas tout à fait la bonne démarche. L'objectif de tout ça, c'est effectivement d'améliorer les choses avec les difficultés que ça comporte quand on crée du changement. Mais c'est dans les changements et dans la contrainte qu'on va créer aussi de l'innovation et probablement de l'amélioration par cette contrainte. Ouais. Donc oui, au démarrage, c'est toujours forcément une contrainte, c'est toujours cette envie de penser que est-ce que cet effort est vraiment rentable? Mais si on parle de rentabilité à court terme, elle ne l'est pas. Ne nous posons pas la question, il l'est forcément sur le long terme. Mais l'objectif, c'est pas de construire une maison pour 10 ou 15 ans. Une maison, un immeuble, c'est construit pour plusieurs années. Donc, quitte à les faire bien, autant les faire bien tout de suite. Ouais. Et quand on parle justement aussi de recherche de qualité du bâti, conforme à cette nouvelle réglementation, quels sont les matériaux performants? Qu'est-ce qu'il faut utiliser vraiment avec cette RE 2020? Bon, à la base, ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est que la réglementation, en plus, a vraiment changé. On a vu arriver d'un seul coup des nouvelles choses très favorables. C'est en gros, pour faire court, du bâti et du bâti. Quand le bâti est correctement fait, qu'on a un bâti qui est bien isolé, on a forcément un bâtiment qui vivra bien dans le futur. Malheureusement, on voit que l'énergie augmente sensiblement. Il y a une période effectivement très sensible en ce moment, ça fait exploser les surcoûts de l'énergie. De toute façon, la tendance sera toujours à l'augmentation. Il ne faut pas se poser de questions. Donc la meilleure façon de se protéger, c'est avoir un bâti performant. Il n'y a pas de secret, c'est une maçonnerie isolante, un mur isolant, avec un isolant derrière qui est effectivement de bon niveau, et puis après, l'isolation du sol mur-plafond, forcément de bon niveau.
Et dans ces matériaux-là, quelle place occupe le béton cellulaire? Est-ce que justement ces propriétés en font une solution déjà adaptée? Oui, aujourd'hui, comme on vient de se le dire, il faut un bâti performant. La meilleure façon de faire un bâti performant, c'est d'avoir déjà une maçonnerie qui l'est, donc isolante. Et aujourd'hui, on a des matériaux dits de maçonnerie, donc c'est structurant pour le bâtiment, qui sont en même temps isolants. Donc effectivement, quand on met ce matériau isolant, donc le béton cellulaire en fait partie, avec des résistances thermiques relativement élevées par rapport à leurs épaisseurs, hein, c'est la caractéristique de ce matériau, et qu'on remet derrière un isolant en tant que tel, on va obtenir des résistances thermiques de parois qui vont être relativement élevées dans des épaisseurs contenues. Parce qu'effectivement, de faire des murs très isolés, on sait faire, mais faut-il encore que les épaisseurs soient maîtrisées pour pas trop diminuer les surfaces habitables, l'emprise au sol, qui elle-même coûte sur le plan environnemental. Ça, c'est un atout déterminant dans la conception même du bâti, justement. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est des grandes évolutions qu'on a vu arriver déjà depuis quelques années. D'autres matériaux se sont fortement améliorés, qui fait qu'on a un peu moins focalisé sur le mur. Hein. Et là, je pense aux menuiseries. Hein. Dans l'RT 2012, je crois que c'est le matériau qui a le plus augmenté en performance entre le début et la fin de la réglementation RT 2012. Aujourd'hui, on arrive un peu à la limite technique d'évolution, donc on peut encore les améliorer, mais ça ne sera pas dans les gaps d'évolution. Et aujourd'hui, effectivement, c'est traiter la maçonnerie avec un matériau isolant qui ne traite pas que le mur, mais qui va traiter également tous les ponts thermiques. Et effectivement, les ponts thermiques prennent une place prépondérante en influence parce que le mur est bien isolé, donc tout ce qui va être liaison horizontale, verticale, qui crée un pont thermique, sera forcément mieux traité avec une maçonnerie isolante qu'avec une maçonnerie non isolante. En termes de performance énergétique, il y a aussi les méthodes utilisées qui sont intéressantes, les méthodes de calcul. Et tout ça, c'est déterminant. Comment ça se passe concrètement, ces méthodes de calcul, pour arriver à ces performances demandées par la nouvelle réglementation? Alors là, en théorie, le législateur a bien fait les choses, puisqu'on doit faire le même calcul, quel que soit le bâtiment et quel que soit l'opérateur qui crée le calcul. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le moteur de calcul RE 2020, et qu'effectivement, on a, nous, une imposition d'utiliser le calcul réglementaire du CSTB. Ce qui va permettre effectivement d'éviter que derrière, il y ait une propre interprétation ou éventuellement pression ou lobbying des acteurs du marché qui fait qu'on va calculer les choses d'une façon différente en fonction de soit ses propres aspirations ou des pressions lobbyistes du marché. Donc il y a un moteur qui s'appelle le moteur de la RE 2020 et en théorie, on doit avoir le même résultat. Donc ça, c'est la théorie objective. Voilà, ça c'est la théorie. Après, dans les pratiques, il y a effectivement un problème de formation également dans le métier. Nous sommes quelques-uns sur le marché à demander est-ce que nous, le métier bureau d'études, nous soyons certifiés ou qualifiés ou reconnus comme tels pour faire de tels calculs. Parce que finalement, derrière, vous pouvez avoir quelqu'un qui ne sait pas réaliser correctement le calcul ou qui ne respecte pas la réglementation pour faire ce calcul. Donc la théorie, elle est là, la pratique maintenant, et effectivement, nous sommes quelques-uns à demander cette partie-là pour simplement donner toutes les garanties à un consommateur et aussi donner une garantie à nos propres clients qui se retrouvent parfois eux-mêmes en concurrence avec des acteurs qui vont utiliser des bureaux d'études qui ne savent pas produire ce calcul dans de bonnes conditions et qui pourraient amener à avoir des bâtiments qui sembleraient plus faciles à faire passer. Donc ça, c'est un vrai risque que vous soulevez aujourd'hui. On a ce risque depuis longtemps, notamment avec une réglementation qui arrive et qui est plus exigeante, et qui va notamment nécessiter de bien regarder les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un industriel qui sort des solutions techniques performantes, mais qui ne sont pas, je dirais, bien identifiées ou mises en œuvre en tant que telles, on va gâcher l'innovation, parce que l'objectif, une fois plus, de tout ça, c'est de pousser le marché à nous sortir des solutions performantes pour améliorer les résultats tout en maîtrisant les coûts. Et le rôle des industriels dans l'application de cette réglementation, il est central également? Il est central et on a beaucoup d'échanges. Nous, on aime bien échanger avec eux, mais aussi pour leur donner de la visibilité. Un industriel, il sait faire plein de choses. Il sait faire toutes les choses que vous voulez, mais il y a besoin de comprendre si son produit qui va sortir performant a un sens sur le marché. De sortir un produit très performant qui coûte 30% plus cher par rapport à un produit un petit peu moins performant qui va en coûter peut-être que 5%. Voilà, c'est ces curseurs. Donc oui, on échange beaucoup avec eux. C'est eux qui vont créer les produits. Et c'est avec nous qu'on va essayer de trouver les bons compromis. Et petit à petit, le marché, il avance comme ça. Et ça, c'est le rôle qui est central de collaboration entre les acteurs de la construction, les industriels et les bureaux d'études. Et c'est pas l'un ou l'autre qui va faire avancer les choses, c'est ensemble.
faire avancer les choses ensemble, ça prend du temps. Patrice Normand, dirigeant fondateur du bureau d'études énergie, ce temps, c'est aussi un élément important à intégrer pour parvenir à cette innovation, à parvenir à cette transition pour appliquer et bien appliquer la RE 2020. Oui, c'est important. Et là, on parle de R&D, on parle d'innovation. Effectivement, malheureusement, l'innovation, on la crée souvent sur la contrainte. On la crée par les crises, donc écologiques, économiques, sanitaires. Et c'est grâce à ça, malheureusement, souvent que l'innovation arrive. Quand on est sur des périodes fastes où l'économie va bien, on a connu ça dans des périodes d'après-guerre où l'innovation était peut-être un peu moins sensible ou moins élevée qu'elle n'a été pendant les guerres. C'est dommage, mais c'est vraiment le cas. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y avait moins de contraintes, on était plus sur d'autres sujets que de trouver des solutions. Donc, oui, ça nous demande du temps, mais ça fait partie de notre métier. Notre métier à nous, comme je le dis souvent, la relation économique, c'est de faire l'étude, et c'est pas ça notre métier. Notre métier, c'est d'aider nos clients à trouver des solutions, à les trouver ensemble. Et une fois qu'on les a trouvés, c'est de les aider à les valoriser et pour eux-mêmes l'expliquer au client final. Et se dire, moi aujourd'hui, je suis fier de fabriquer une maison avec une bonne maîtrise de la performance, mais également parce que j'ai fait des choix techniques qui me permettent aussi de trouver des solutions environnementales, parce qu'on est tous convaincus, même si c'est une contrainte, qu'il faut forcément trouver des solutions. Il y a aussi cet impact prix, vous l'aviez évoqué tout à l'heure. Est-ce que, si on parle spécifiquement de la maison individuelle, c'est vraiment un facteur, ce facteur prix à prendre en compte sur un projet ? Oui, c'est forcément un facteur à prendre en compte. Après, on a, nous, plusieurs types de partenaires, entre ceux qui vont beaucoup produire des maisons, ce qu'on appelle type, mais un peu plus de primo-accédant, celui qui achète pour la première fois sa maison et qui a les contraintes qu'on a tous eues dans sa vie, surtout au début de sa vie professionnelle, qu'on a un budget, mais on veut devenir propriétaire. Donc effectivement, aujourd'hui, il faut trouver des solutions et entre ce type de client et puis le client qui est plutôt à sa deuxième, voire troisième maison, voire qu'à sa deuxième et qui a un bon budget, qui a envie de se faire plaisir, il faut aussi lui trouver des solutions et il n'est pas dans la même recherche. Donc effectivement, les impacts de prix, mais effectivement, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, sur la conception, parfois, on peut très vite avoir un décollage de prix parce qu'en fait, on veut absolument ne pas faire de dérogation sur la conception. Et donc, l'idée, c'est d'expliquer. Et on a souvent, dans ces explications, on trouve ensemble des solutions techniques qui ne sont pas trop pénalisantes et qui vont permettre d'améliorer sensiblement sans que ça soit un surcoût. J'aime bien cette image du composteur que j'ai mis un jour à la maison où j'ai mis un peu, je dirais, par hasard. Et puis maintenant, je vais être assez discipliné, voire à râler quand l'un d'entre nous ne met pas les aliments. Finalement, ça coûte pas grand-chose et ça rapporte beaucoup. Donc, on peut avoir des surcoûts assez modérés. On a vu des surcoûts qui sont plutôt proches de 5% sur des maisons effectivement assez compactes, bien exposées, pas forcément très grandes. Et puis parfois, on va être sur des plus-values moyennes, plutôt aux alentours de 7, 8, voire 10%. Et puis quand on a des maisons très découpées, mal exposées, où le client final ne veut pas faire de compromis, c'est pas grave. Elle va coûter 15% plus cher. Mais en soi, c'est peut-être pas grave pour lui parce que c'est pas sa motivation première. Pour finir, Patrice Normand, c'est vrai que pour les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et tous les acteurs du bâtiment qui appliquent toutes les solutions qu'on a pu évoquer pendant notre conversation, est-ce que cette réglementation 2020, c'est pas finalement une immense boîte à opportunités pour tous ? Je dirais que je vais probablement choquer certains, mais oui, c'est forcément des opportunités. Pas des opportunités de vendre plus de choses qu'avant, mais c'est une opportunité de faire la construction différemment et d'avoir des industriels, une fois de plus, qui savent faire les choses, mais qui ont aujourd'hui une contrainte, c'est que c'est bien de faire des choses bien, de les faire rendre plus nobles, plus vertueux, petit encore qu'il y a un marché qui ait le sens de le faire, en fait. Et là, aujourd'hui, la réglementation environnementale, elle donne ce sens en disant oui, il faut faire toujours plus performant, et une fois de plus, c'est ce qu'on dit à nos clients, et la réglementation fixe les curseurs, mais plus vous protégerez contre les augmentations de l'énergie, mieux vous vivrez dans votre maison de demain, parce que c'est bien ça dont on parle. Et puis, effectivement, plus on fabriquera les matériaux de façon vertueuse, plus, effectivement, on va rendre la construction neuve tout à fait noble en tant que telle. Mais on sait très bien qu'on ne peut pas continuer à consommer, je dirais, de nos ressources sans y prêter attention. Donc forcément, ça crée des opportunités qui, pour l'instant, semblent être des contraintes pour certains, surtout ceux qui sont mal préparés, mais qui seront de plus en plus des opportunités de faire ça très noblement. Et puis, je pense que nos enfants, et moi c'est mon cas, j'ai des enfants qui aujourd'hui ne sont pas en capacité d'acheter un bâtiment encore aujourd'hui, et qui sont très sensibles à tout ça. Et je pense qu'ils ont raison, parce que eux-mêmes s'inquiètent probablement pas encore pour eux, mais probablement pour leurs enfants.
Ouais. Et demain, ça fera bien sûr toute la différence. Merci beaucoup, Patrice Normand, d'avoir été l'invité de Conversation Constructive. Je rappelle que vous êtes dirigeant fondateur du bureau d'études Énergie. Merci de votre vision engagée et positive. Vous l'avez entendu encore il y a quelques instants. Merci de l'avoir partagé avec nous. Merci. Et merci de nous avoir suivis. Conversation Constructive, un podcast à réécouter et à partager chez vous ou sur votre chantier quand vous le voulez. À bientôt. C'était Conversation Constructive, un podcast original proposé par Xela, à retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute préférées.